Voilà, donc ça commence. Donc pour lancer mon environnement de programmation, ce qu'on appelle l'environnement intégré de développement, bien sûr pour Fortran, il s'appelle Plateau, ce n'est pas le seul. Il y en a bien beaucoup, mais celui-là, il est très simple pour un premier apprentissage Fortran. C'est un environnement qui est très simple à appréhender. Je vais donc le lancer. Donc il y a beaucoup de façons de le faire. Donc en allant faire juste la recherche ici, vous lancez, vous allez le voir en tête de la liste, vous le lancez. Donc à un moment donné, donc vous allez avoir l'environnement. L'environnement, ça vous donne quoi? Ça vous donne un éditeur, c'est-à-dire vous avez de quoi écrire votre programme. Ça vous donne des outils de construction d'applications, notamment la possibilité d'exécuter une application, de faire des compilations, de faire la construction de l'application, le build ou bien rebuild. Ça vous permet donc soit de construire ou bien de reconstruire après un changement. Bien sûr, vous avez d'autres outils qui vont avec l'environnement. Donc un environnement, c'est un ensemble d'outils de travail, parmi lesquels justement l'outil qui permet de créer un programme source. Donc si vous mettez nouveau, donc file, new, ça va vous permettre de créer un premier fichier. Bien sûr, vous pouvez créer plusieurs types de fichiers. Et bien sûr, dans un premier temps, nous allons créer des fichiers Fortran. Donc, on choisirait le premier type de format. Il est noté par Free, format Fortran File. Free, en fait, à partir de 95, le format d'écriture, il devient libre. Ça veut dire, c'est un peu comme les autres langages. Vous avez le droit d'écrire sans aucune restriction au niveau de l'endroit où vous mettez les actions. Alors que, par exemple, au niveau de format de Fortran 77, on obligeait le programmeur à réserver quelques lignes. Par exemple, les 6 premières lignes, on les réserve pour les labels, pour le fameux disque que vous avez vu tout à l'heure. Pour faire des labels de lignes, on réserve les 6 premières colonnes rien que pour les labels. C'est comme si on vous interdit de ne rien mettre sur ces 7 colonnes. Donc, vous avez quand même une restriction à écrire. Maintenant, il n'y a plus cette restriction, et c'est pourquoi on parle de format libre. Donc, free format file, ça veut dire un fichier où vous pouvez écrire sans aucune restriction. Donc, je vais le créer. Vous allez avoir donc la possibilité d'écrire. Donc là, on ne vous dit pas il faut aller à la 7e ligne, à la 7e colonne. Vous pouvez écrire dès le début. C'est un éditeur qui est syntaxique. Syntaxique, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous écrivez, au fur et à mesure qu'on reconnaît les différents mots-clés et qu'on pourrait donc vous appeler à corriger certaines écritures. C'est ce qu'on appelle justement un éditeur syntaxique. Donc, je vais commencer à titre d'exemple un premier programme. Bien sûr, il va falloir que je crée la structure. Je l'appellerai par exemple juste une communication. Par exemple, je veux communiquer, je veux lire et afficher des données. Donc, je pourrais dire entrée-sortie, par exemple. Comme nom, je propose donc de nommer de cette manière parce que je ne veux que réaliser des opérations d'entrée-sortie. Ensuite, je vais mettre end programme. Je pourrais bien mettre end programme le nom, comme je pourrais donc se passer du nom. Alors ensuite, je vais placer la partie spécification. Bien sûr, pour faire des commentaires en Fortran, vous les commencez par point d'exclamation. Ça vous donne droit à écrire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous mettez après un point d'exclamation, c'est vu comme un commentaire. Ça veut dire il serait complètement ignoré par le compilateur quand vous allez faire la compilation. Par exemple, moi, je vais commenter mon programme en disant, là, je vais faire les déclarations de variables. Je vais déclarer quelques variables. Donc, par exemple, des entiers. Un premier entier, comme par exemple x, y, z. Je pourrais déclarer d'autres données, par exemple des réels. Comme par exemple R, P, S. Bon, je ne suis pas censé mettre le point-virgule. En tout cas, le point-virgule, c'est un peu l'habitude des autres langages. Vous avez le droit de mettre le point-virgule si vous voulez, donc, par exemple, rassembler plus qu'une action dans une ligne. Vous avez le droit de le faire. Mais sinon, ce n'est pas la peine. Alors, je vais déclarer aussi des caractères.
Comment? Oui. Les commentaires, c'est des phrases qui commencent par point d'exclamation. Ça vous permet de commenter un peu ce que vous voulez faire. Vous pouvez même commenter à la fin de chaque action. Chaque fois que vous aurez écrit une ligne, vous pouvez insérer des commentaires. Par exemple, je veux bien commenter c'est quoi X, Y, Z. Ça peut représenter des données pour le moment, puisque c'est un exemple dépourvu de sens. Il me serait difficile de commenter les variables. Je ne sais même pas qu'est-ce que je veux faire. En fait, le but, c'est de toucher un petit peu initialement à la structure d'un programme Fortran et de toucher par la même occasion à quelques éléments du langage, comme par exemple comment on déclare, comment on lit des données, comment on les affiche, comment on fait des calculs. C'est un peu ça ce que je veux faire initialement. Donc, oui, comme le double slash en C, comme le double slash en C, ou bien le slash étoile, étoile slash. Ici, le seul moyen de faire un commentaire, c'est de mettre le point d'exclamation. Ça vous permet de commenter toute une ligne ou bien une fin de ligne. Par exemple, ici, je veux mettre un commentaire en disant X, Y et Z sont trois variables entières. Bon, ici, c'est trois variables réelles, par exemple. Mais je ne vais pas continuer de le faire. Donc, en tout cas, je veux peut-être leur donner un sens en disant que R représente le rayon, par exemple, S, la surface, et P, le périmètre. Alors, je vais aussi définir des caractères. Un caractère de longueur, par exemple 30, comme par exemple le nom, le prénom, l'adresse. Je vais me contenter que du nom et du prénom, par exemple. Voilà, donc j'ai déclaré un certain nombre de variables. Alors, je vais passer maintenant à l'étape suivante. C'est donc la partie instruction exécutable. Ici, je vais dire le bloc des instructions exécutables. Bon, je vais par exemple faire des lectures des données, bien saisie des données. Bon, pour faire une saisie, donc on utilise l'instruction read, étoile, virgule, étoile. Bon, je pourrais donc dire X. On pourrait lire plusieurs données à la fois. Un write pour faire savoir à l'utilisateur ce que je veux lire. Je pourrais par exemple mettre ici entrée X. Comment? Oui, c'est ça, par caractère avec une longueur. Bien sûr, quand vous mettez une longueur égale à 1, quand vous ne mettez pas de longueur, ça va représenter le seul caractère, un seul. Et si vous mettez de cette manière, c'est une chaîne de caractères. Donc le même type avec cet attribut-là, ça permet de dire est-ce que c'est une chaîne ou bien c'est un simple caractère. Je vais donc copier ces... Comment? Par défaut, c'est une longueur de 1. Par défaut, c'est une longueur de 1. Si vous mettez caractère X, X serait vu comme un seul caractère. Si vous voulez alors le voir comme une chaîne, vous devez mentionner la longueur. Des fois, on pourrait mettre comme ça aussi, pour dire une longueur variable. Len égale à X égale à étoile, pour dire c'est une chaîne de longueur quelconque. Alors, je vais donc lire Y de la même façon, et X, et Z, Z, Y. Je vais en faire un calcul. Peut-être je vais calculer, bon, je vais juste calculer par exemple leur somme dans Z. Donc, je vais par exemple calculer Z par X plus Y. C'est un exemple de calcul. Et je vais choisir d'afficher les résultats par la suite.
Je vais donc faire toutes les saisies. Et je vais dire les calculs. Calcul. Là, c'est la saisie. Donc, je continue à faire la saisie. Je veux par exemple saisir le rayon. Entrer le rayon. R. Que je vais lire. Et par suite, je vais calculer la surface et le périmètre par 2 fois pi. Pi, c'est une constante. Je pourrais la définir ici en tant que constante. Comme ça, vous voyez comment est-ce que je pourrais définir une constante réelle, virgule. Il faut ajouter l'attribut paramètre, double de points, pi, et vous lui donnez une valeur. Quand vous ajoutez le mot paramètre, ou bien l'attribut paramètre, c'est que vous voulez définir une constante. Vous devez alors obligatoirement lui associer une valeur. Bon, 3,14. Sinon, je pourrais le calculer par 22 sur 7. Ça peut aller comme ça, 22 sur 7. Ça donnerait une valeur précise. Et là, il faudrait que je lui dise comme ça, 22 points. Parce que si vous mettez 22 sur 7, ça va calculer en entier. Donc, si vous voulez calculer en réel, vous devez écrire comme ça. Alors, donc j'ai donné une valeur à pi, donc, et par suite, je peux calculer le périmètre par 2 fois pi, multiplié par le rayon. Je pourrais calculer la surface par pi au carré, multiplié par le rayon. Alors, qu'est-ce qui me reste à utiliser? Donc, les variables nom et prénom, je ne les ai pas encore utilisées. Donc, je vais aussi les saisir. On pourrait carrément les saisir tout au début. On veut juste afficher un message de bienvenue à l'utilisateur. Donc, je vais lui dire entrez votre nom. Entrez votre nom. Je vais récupérer dans nom. Entrez votre prénom. Je vais saisir dans prénom. Je vais donc profiter de ça pour saluer l'utilisateur. Donc, après avoir fait les calculs, je vais donc faire des écritures. Donc, je vais mettre ici affichage des résultats. Des résultats. Étoile, virgule, étoile. Je vais par exemple commencer par écrire bienvenue, par exemple. Je vais ajouter juste à côté le nom. Je vais faire un autre espace et j'ajouterai le prénom. Bienvenue. 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 Comment? Bienvenue. Donc, ça, c'est un texte constant. Entre apostrophes, vous avez le droit de mettre soit entre guillemets, de cette manière, ou bien entre apostrophes simples, comme vous voulez. Alors, surtout, on utilise les doubles guillemets, les doubles apostrophes, si jamais la chaîne contient la simple apostrophe. Et l'inverse est aussi vrai. Si la chaîne contient la double apostrophe, les guillemets, on pourrait donc utiliser les simples apostrophes. Oui? Comment? Là, c'est une variable, donc il faut la mettre directement. Si tu mets entre cotes, comme ça, il va écrire non. Il ne va pas écrire la valeur de la variable. Il va écrire la chaîne non. C'est ça votre question? Non. Lorsque tu veux afficher la valeur d'une variable, tu mets le nom directement. Tu donnes le nom directement. C'est pour faire un espace, juste pour faire un espace. Pour faire un espace, pour ne pas donc écrire le nom et le prénom collés ou accolés.
Là, bon, on ne veut pas écrire le prénom. Et bienvenue, monsieur X, ou bien madame X. Bienvenue, XY. Bienvenue, le nom et le prénom. Je vais mettre mon nom tout à l'heure. Comme ça, il va me dire bienvenue, monsieur. Euh, mon nom et prénom. En tout cas, ça, c'est juste un essai, en fait. Je suis en train de faire n'importe quoi et tout ce que j'imagine pour vous donner un premier exemple de programme. Par la suite, on va aller maintenant profiter de ces mêmes écritures, mais cette fois-ci pour répondre à un besoin, pour donc résoudre un problème bien donné. Ici, pour ne pas avoir un nom et un prénom qui soient collés, pour faire un petit espace entre les deux. Oui. Pour ne pas faire une division entière. Parce que si vous mettez 22 sur 7, on vous donnera 3. Donc il n'y a pas de partie fractionnaire. Si vous mettez 22 points divisé par 7 points, ça serait une division réelle. Ça vous donnerait 3,14, etc. Alors là, on pourrait mettre arctangente de 1 sur 4, 4 fois arctangente de 1. Arctangente de 1, c'est quoi? Vous savez, c'est 6 sur 4. Donc on pourrait très bien faire appel à arctangente de 1 multiplié par 4. Ça donnerait la valeur de pi. Oui. Réol, c'est dans un réol. Réol, par défaut, c'est 4 octets. Par défaut. Ça veut dire que vous irez jusqu'à 6 chiffres après la virgule. Mais vous pouvez mettre ce qu'on appelle le type ou la catégorie. Parce que dans Fortran, quand vous utilisez réol ou bien integer, c'est des types génériques. C'est en ajoutant les attributs que vous allez clarifier le type, que vous allez aller vers un type spécifique, un type concret. Donc, parmi les choses qu'on pourrait bien mettre, il y a ce qu'on appelle le kind. Kind. Kind, et vous pouvez mettre, c'est entre parenthèses, comme ça, kind égale, par exemple, 4. Si vous mettez comme ça, cela signifie que votre réel est codé sur 4 octets. 4 octets. Si vous voulez un réel double précision, vous mettez 8 de cette manière. Vous devez mettre kind égale 8. Si vous ne mettez rien, lui, il prend par défaut 4 octets. 4 octets, ça veut dire 6 chiffres après la virgule, 6 chiffres significatifs. Moi, je veux l'éviter pour beaucoup de raisons. Parce qu'en réalité, quand vous mettez le read, normalement, il se valide par entrée. Et si vous mettez un espace, on ne lit que le premier mot. Le deuxième mot, on ne le lit pas. Il va falloir alors passer par les formats, passer par d'autres techniques de lecture. Donc, pour le moment, je veux donc faire une lecture simple d'un seul mot. Je ne cherche pas à lire une phrase. C'est pourquoi donc je n'ai pas choisi de lire le nom et le prénom à la fois. Pour les nombres entiers, on n'a pas pour les nombres numériques, on n'a pas ce problème. Mais pour les chaînes, quand vous lisez une chaîne avec un read, ça s'arrête au premier espace que vous entrez, ou bien à la première validation que vous donnez. Le premier qui vient serait vu comme la validation. Et par suite, on n'aura jamais la possibilité de lire une phrase. Où il y a tabulation, ou bien là où il y a la validation, si on ne trouve pas les deux. Donc, ça veut dire que pour le moment, on ne saura lire qu'un seul mot. On ne saura pas lire encore la phrase. C'est clair? Donc, parce que ça passe par des formatages au niveau de read que je ne veux pas aborder pour le moment. Oui. S égale à pi au carré. Ah, pi r au carré. Non, c'est pas ça. C'est pi r au carré. Je dois appliquer le carré sur r. Tu as raison, oui. Donc, ici, on veut faire la restitution. Oui.
Juste pour vous dire que tu as le droit de faire l'un ou l'autre. Donc, en Fortran, représenter une constante chaîne de caractères a deux représentations possibles. Tu as le droit de choisir l'une ou l'autre, soit les guillemets, soit les doubles cotes, soit les simples cotes. Alors, mais pourquoi on a les deux? Parce que des fois, dans la chaîne, vous avez les guillemets. Dans la chaîne que vous voulez représenter, il y a les doubles cotes. Ça fait partie de la chaîne. Dans ce cas-là, on aura une ambiguïté si on délimite par les guillemets. Dans ce cas-là, on délimite par les simples cotes. Et lorsque la phrase contiendrait éventuellement la simple cote, je délimiterai par les doubles cotes. Vous voyez, donc c'est un peu pour ça qu'on a permis les deux possibilités. Oui. Oui. Le premier par le numéro du flux vers lequel vous voulez mettre les données ou envoyer les données. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de portes sorties. Il n'y a pas qu'une seule porte de sortie. Il y a la porte qui mène vers l'écran, il y a la porte qui mène vers l'imprimante, il y a la porte qui mène vers le disque dur. C'est clair? Vous pouvez donc créer beaucoup de portes de sortie. Et quand vous créez un port de sortie, vous le numérotez, vous lui assignez un numéro logique. Alors, c'est ce numéro-là qu'il faut mettre là. Mais quand vous mettez étoile, c'est un numéro ou c'est une convention. Par étoile, on signifie l'écran. Dans le contexte de write, par l'étoile, dans le contexte d'une lecture, on sous-entend le clavier. Là aussi, il y a plusieurs ports d'entrée. Il n'y a pas que le clavier qui peut servir d'unité de saisie. Je pourrais saisir à partir d'un fichier. Je pourrais saisir à partir d'un appareil de mesure. Par exemple, un appareil qui délivre des données numériques, par exemple, qui mesure une température, il me donne la valeur numérique. Je pourrais très bien le brancher à la machine et lire à partir de ce port-là. Donc, quand on ne met pas de numéro spécial, quand on met uniquement l'étoile, c'est qu'on veut utiliser les périphériques standards. L'écran pour la sortie, le clavier pour l'entrée. Alors, je vais afficher les autres résultats. Je vais dire donc, pour le premier calcul qu'on a fait, je vais afficher donc la somme de, je vais écrire de cette manière, x, virgule, et y, et deux points, z. Je vais écrire encore la surface du disque de rayon virgule R et surface S. Je vais copier cette ligne. Je vais donc changer par le périmètre. Donc, je pense qu'on a tout restitué. On a donc restitué pratiquement toutes les entrées, en plus des données qu'on a calculées, notamment le Z, le P et le S. Voilà, ça donne un exemple de programme. Ça nous donne un exemple de programme. Alors, donc, après que l'écriture soit faite, bien sûr, on pourrait bien le diviser en trois zones. Déjà en deux principales zones. Cette zone-là, c'est ce qui nous a permis de faire les déclarations. Et cette zone, c'est ce qui nous a permis de préciser quelles sont les exécutions ou bien les ordres que nous voulons exécuter dans l'ordre. Donc, tout programme contiendrait ces deux parties-là. Mais la deuxième partie elle-même, je viens de la diviser en la partie échange pour récupérer les données, c'est l'acquisition des données. La partie calcul, c'est pour faire les calculs. Et puis la partie restitution des résultats. Ici, d'ailleurs, voilà, j'ai mis le commentaire.
Alors, la prochaine étape, après que l'édition est terminée, c'est donc la première phase. Je dois aller donc construire la solution en allant compiler. Je compile. Bien sûr, quand vous compilez, si jamais vous avez des erreurs, on va vous les afficher. Alors, bien sûr, on vous demande d'enregistrer parce que je n'ai pas encore fait l'enregistrement. Je vais le mettre dans un dossier que j'appellerai démo pour la classe météo. Voilà. Et c'est ma première démonstration. Donc, je l'appellerai démo 1. Comment? J'ai compilé en allant vers build et puis compile. Build, compile. Construire, compiler. Vous pouvez passer par build directement. Alors, si vous faites la compilation, vous aurez donc cette fenêtre qui va s'afficher, qui vous donnerait quelles sont les erreurs que vous avez commises. Ici, on n'a pas d'erreur, donc on exécute. Je vais donc aller vers Start Run. Oui, donc là, il me demande de construire. Bon, ici, ça retarde un petit peu, ça tarde un petit peu à venir. Voilà, et en fin de compte, on obtient l'effet de notre programme. Bon, je vais entrer mon nom. Bon, de Rion, donc 2.5 par exemple. Voilà, on obtient donc les résultats qu'on a donnés. Donc, on obtient les calculs, on affiche un peu ce qu'on a entré, et en plus de ça, on a affiché des résultats. Mais bien sûr, comme vous pouvez bien le constater, au niveau affichage, c'est pas très bien présenté, d'où la nécessité d'utiliser les formats. C'est-à-dire de changer les deuxièmes étoiles. Là où il y a les deuxièmes étoiles dans Write, et on a tout intérêt à le changer. Comment? Alors, pour compiler, vous mettez build et vous passez vers compile, ou bien CTRL F7. Alors, lorsque vous compilez, il faut voir si on vous a donné des messages d'erreur. Comment? Oui. Une ligne qui sort, qui vous dit quoi? Ah, ça veut dire qu'il n'a pas encore achevé. Bon, regardez, relisez votre code. Relisez si vous avez fait quelque chose qui ne, qui ne ressemble pas à ce que j'ai fait. Et vous refaites la compilation. Et sinon, passez par build, rebuild, ou bien build directement. Vous devez avoir executable is update ou up to date. Comment?
le nom d'un programme, vous mettez un seul mot. Pour le nom d'un programme, vous mettez un seul mot. Commencez par une lettre. Pour les noms de vos programmes. Donc, vous allez réenregistrer. Pour faire l'enregistrement, vous mettez un seul mot. Non, composé d'un seul mot. Donc, commencez par une lettre. Ou bien le souligner. Supposons que quand je veux mentionner le prénom, j'avais oublié le E de cette manière. Quel serait alors l'effet de cette erreur, de cet oubli, sur le programme? Au niveau de la syntaxe, est-ce qu'on aura un problème? Non. Regardez, je vais compiler. Regardez, en fait, ici, il me dit déjà que c'est un warning seulement. C'est pas une erreur en rouge. Donc, ça ne bloque pas l'exécution. Mais quand même, il nous avertit en disant la variable has been. Bon, has been, il n'a même pas terminé la phrase. En tout cas, il est incapable de commenter ce genre de situation. On pourrait donc très bien exécuter. On va voir un peu l'effet. Donc, il a réalisé l'exécutable, comme vous pouvez bien le constater. Je vais entrer, par exemple, un nom, un prénom. Je suis en train de lire dans la variable erronée. C'est clair? Et quand je vais afficher par une autre variable qui n'a jamais été lue. Ça risque de donner un problème. Donc, le problème, on va le sentir à l'exécution. Ici, donc, référence to undefined variable. Oui. C'est justement, on a demandé d'afficher le prénom qui n'a jamais été lu, qui n'a jamais été valorisé. Donc, l'erreur, on va la sentir à l'exécution. C'est clair? C'est l'utilisateur qui va sentir l'erreur. Et ça, c'est un oubli qui est inévitable. On ne pourrait pas éviter une telle... c'est un peu humain. Tout le monde peut commettre une telle erreur. Comment peut-on alors améliorer l'écriture pour éviter une telle situation? Comme ça, le programmeur pourrait s'en rendre compte. C'est comme si on veut modifier ce message de warning par un message d'erreur grave. Alors, pour le faire, on vous conseille toujours de commencer par mettre implicite. Ça, c'est une directive non. Implicite non. C'est une directive que vous devez placer dans toute unité, au début de toute unité. Chaque fois que vous créez une unité, soit un programme, soit une procédure, soit une fonction, vous devez placer implicite non. Je vais faire un petit commentaire pour dire qu'est-ce que cela signifie pour nous. Ça signifie que toute variable devrait être déclarée avant son premier usage. Implicite non, c'est-à-dire on ne permet pas d'utiliser une variable sans l'avoir déclarée. Donc ça va obliger, c'est une directive qui oblige à déclarer les variables avant de les utiliser. Ça devient obligatoire. Donc, par exemple, regardez, ce qu'on a mis là, à quel niveau je l'ai mis? Ici. On ne l'a jamais déclaré. On a bien déclaré le prénom, le nom, mais on n'a jamais déclaré cet objet-là. Donc, grâce à cette implicite non, quand je vais compiler maintenant, il va me dire tu n'as pas déclaré la variable. Vous voyez, en fait, ici, il me dit, c'est en rouge déjà, donc on ne pourrait pas créer d'exécutable avec ça. Et il me dit, cet objet-là doit apparaître dans la partie déclarative. Ben justement, en regardant ça, je vais m'apercevoir que ce n'est pas question d'une nouvelle variable, c'est que seulement j'ai oublié le E.
Vous voyez, donc ça va me permettre d'aller corriger rapidement. Donc de rectifier un peu l'oubli qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, je compile sans problème et j'exécute aussi sans problème. Retenez bien donc cette implicite non. C'est une directive obligée. Il faut toujours la faire. Dans n'importe quel programme, vous devez insérer implicite non. Ça oblige à déclarer les variables avant leur usage, avant de les utiliser. Oui? Là, ça, c'est pas un problème, ça. Le fait de déclarer une variable sans l'utiliser, c'est un avertissement. Ça peut arriver aussi. Mais il n'est pas très grave. C'est comme si vous avez créé un endroit que vous n'avez pas exploité. Mais le pire, c'est quand vous aurez créé un endroit que vous êtes en train d'interpréter différemment. Pour accéder au nom, des fois vous mettez le E, des fois vous l'oubliez, etc. Lui, il a ce qu'on appelle la déclaration implicite. C'est-à-dire que vous avez, en Fortran, vous avez le droit d'utiliser des variables sans les avoir déclarées. Sauf si vous avez placé implicite non. Quand vous placez implicite non, dans ce cas-là, vous interdit, vous vous interdit d'utiliser une variable sans l'avoir déclarée auparavant. Voilà. Il porte alors le niveau de l'oubli à l'échelle de l'erreur, de l'erreur grave. Et par suite, ça va vous permettre de se rendre compte de l'oubli que vous avez fait. L'oubli, en fait, on ne pourrait pas l'éviter, c'est quelque chose d'inévitable. Voilà, ici, on arrive à exécuter sans aucun problème. Alors, voilà donc notre premier programme. Donc, je vais le fermer et je vais créer un autre. Sur cet autre-là, je vais vous montrer donc la possibilité de créer des fonctions et des procédures. Donc, un autre programme. Je vais par exemple reprendre l'exemple du calcul de Fibonacci. Donc, je vais mettre, ou bien de la puissance par exemple, juste la puissance, sachant que la puissance, on pourrait la faire directement. Donc, je préfère Fibonacci. Donc, je vais mettre les mots 2, end programme. Là, je vais donc utiliser le block contains pour faire une fonction. Une fonction qui doit calculer un entier, qui s'appelle fib, et qui reçoit un entier n. Et là, je mets end function. Donc, vous voyez, je commence par mettre l'ossature de mon programme. Donc, le premier bloc, c'est ça le premier bloc, à l'intérieur duquel il y a un autre bloc, celui-là. Alors, je vais donc faire le calcul. Donc, pour faire le calcul, on va donc déclarer déjà le paramètre en disant que c'est un paramètre d'entrée. Je vais aussi déclarer les variables de travail, notamment le U-1, le U-2 et le U. Je vais étudier les cas en disant si n égale à 0, alors je vais retourner ici en affectant à la fonction, bon, je ne sais pas quelle valeur, on va dire 0 par exemple, bien 1. On suppose que les deux premiers termes sont égaux à 1. Else if if attaché. Else if attaché, parce que attention, si vous mettez un else if comme ça, vous avez créé une autre phrase if. Donc, vous devez avoir deux end if. Mais si vous mettez attaché, vous avez besoin d'un seul end if. De cette manière. Si on a besoin d'une autre condition, n égale à 1, then
reçoit 1. Sinon, comment est-ce que je vais calculer? Je vais faire une boucle. Oui. On va faire un do i égale 2 jusqu'à n. Un do. Vous pouvez écrire un do attaché au nom, comme d'ailleurs le else if, le end if, attaché au nom, comme vous voulez. Qu'est-ce que je dois faire ici? Oui, égale u moins 1 plus u moins 2 moins 2 reçoit là. نطلبوهم donc نبداو moins 1 là moins 2 moins 2 où est le plus loin on reçoit u moins 1 u moins 1 soit u. Mais au final, il faut affecter à fib. En mettant fib reçoit u. C'est bon? Alors, je dois mettre ici implicite non, comme je dois mettre là aussi. Au début de tout bloc déclaratif, je dois le placer. Implicite non, qui va obliger donc de tout déclarer. Comme ça, par exemple, comme vous voyez, le risque, il est très probable ici. U-1, U-2, des fois, vous pouvez oublier le N, des fois, vous ne le mettez pas, etc. Donc, des fois, vous pouvez oublier le 1 ou bien le 2, donc c'est un risque très, très probable. Voilà notre fonction, donc on va juste l'appeler. Donc, je vais déclarer un entier. J'appellerai M, par exemple, bien X. Je vais le lire. Entrer un entier. Et puis, je vais calculer. Je vais donc calculer dans U, en mettant U égale type de X. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire de cette manière. Type de virgule X égale U. Voilà, c'est tout. Donc, dans ce deuxième exemple, on a travaillé avec une fonction. Reste à voir si on a tout fait correctement. Donc, il faut d'abord enregistrer. Je vais donc l'enregistrer sur le nom. Pardon? Oui. Alors, je vais compiler pour voir si tout va bien. Donc, d'abord, je vais enregistrer. Je l'appelle démo 2. Voilà, ça marche. Je compile. Oui, file, ça veut dire ça n'a pas réussi. Alors, pour quelle raison? Oui, oui, normalement, oui. On doit les initialiser à, oui, moins 1 égale à 1, plus moins 2 égale à 1.
On a initialisé à la même valeur, comme d'ailleurs ce qu'on a fait là. Donc je recompile. Maintenant, une erreur. Q-, on a oublié le S quelque part. Q-. Donc vous voyez, c'est un peu le risque. C'est ça d'ailleurs l'effet de implicit none. Voilà, maintenant ça marche. Je l'exécute. Comment? J'avais fait ici un moins en oubliant le S. J'ai mis moins sans mettre le S, donc ça m'a posé un problème qui m'a été justement soulevé par cette implicite non. Je le retire et je recompile. J'aurai droit à une erreur. C'est une erreur fatale, donc avec en rouge, qui me dit U-2, vous voyez, il y a le S qui manque, doit apparaître dans la zone des types, c'est-à-dire doit être déclaré. Implicite non. Là, c'est parce qu'on a fait ce implicite non que ça va nous donner ce genre d'erreur. Si on n'avait pas fait implicite non, il ne donnera pas cette erreur. Il donnera un avertissement, un warning, le carton jaune en foot. Le carton jaune, c'est pas très grave. Vous continuez de jouer. Vous continuez à jouer. Mais quand on fait sortir le carton rouge, ça y est, c'est l'exclusion. Ça, c'est un carton rouge pour nous. Mais quand même, on comprend rapidement c'est dû à quoi. C'est dû juste à l'oubli de ce S. Donc, si je refais la compilation, ben, on va pouvoir compiler sans problème. Quel U? Tu ne l'as pas déclaré? Est-ce que tu l'as déclaré ici? Ben, on l'a bien utilisé, on l'a déclaré, donc il n'y a pas de problème. Autant. Avant le même, c'est pourquoi, c'est ça ce qu'on nous devons faire. On doit toujours déclarer avant les exécutables, avant les actions d'exécution. Je défile en haut. Ça n'a rien à voir avec le U qu'on a là. C'est juste une question de coïncidence. J'aurais dû l'appeler autre chose, F file. Et là aussi, j'utiliserai F reçoit. Et là aussi, F. Le programme ne changera pas. Mais, chaque fois qu'il y a des déclarations, chaque fois que juste avant, vous devez placer ce implicite non, ça va vous sauver. Ça va vous sauver quand est-ce que si vous oubliez ou si vous faites une erreur dans le nom d'une variable. Quand on commence à manipuler une dizaine de variables, soyez sûr que vous allez faire des erreurs dans les variables. C'est clair? Avec même 3-4 variables, on commence à faire des erreurs. Que dire alors si on doit gérer des dizaines de variables? Donc l'idéal, c'est de placer le implicite non, parce que ça va toujours vous protéger. C'est bon, donc tout le monde a réussi à faire le deuxième programme. Je vais l'exécuter pour voir si ça donne des résultats. Donc là, il me demanderait d'entrer une valeur pour x. Par exemple, je vais calculer pour x égale à 10. J'obtiens une valeur. Fibonacci, il est très croissant. Il est très fortement croissant. Donc peut-être il faut se poser la question à quelle limite je pourrais faire le calcul. Oui, c'est normal. Ça va engendrer un dépassement. Ça va engendrer un dépassement pour le type integer. C'est clair? Donc, si je mets 30, est-ce que je pourrais déjà obtenir un résultat? Oui, ça marche. Oui. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Chaque fois que vous déclarez une variable d'un type donné, chaque fois que vous avez fixé un domaine, c'est-à-dire un min et un max, donc le résultat, ou ce que vous mettez dans votre variable, il faut bien que ça soit entre ce min
et ce max. Donc pour nous, par exemple, f, on l'a déclaré comme un integer. C'est clair? Un integer, ça va vous donner en fonction de sa taille un min et un max à ne pas dépasser. Si vous dépassez ce max, ça va donner n'importe quoi au niveau des calculs. Sinon, ça va bloquer carrément. Donc moi, je vais mettre 50 comme a fait votre camarade. Et là, on a le message suivant. Overflow. Overflow. Ça veut dire on a un dépassement. On a dépassé la mémoire. Est-il une solution à cela, à votre avis? Élargir le type. Il faut travailler avec un type beaucoup plus grand. Au lieu de travailler par un integer, je vais travailler par un real. Real, c'est plus large. C'est clair? Donc, je vais mettre ici real. Et ça va me permettre au moins d'aller jusqu'à 50. Là aussi, un real. Alors ensuite, n, je pourrais le garder. Je pourrais le garder en entier pour n. Oui. Or, vous l'écrivez comme ça. Je vais l'écrire sur mon écran. Vous mettez if, condition 1, point, or, point, comme ça. Or, condition 2. C'est 1, or c'est 2. Donc pour faire or, pour faire le ou, vous mettez or entre deux points. And entre deux points. Not entre deux points. La négation. Not une condition. Vous ne voulez pas tester sur lorsque la condition est vraie, mais sur la négation de la condition. Vous mettez not la condition. If not vrai. Donc ça serait vrai quand c'est faux, quand la condition est fausse. C'est une inversion. Donc ces termes-là, je dois les déclarer comme real. Alors, je mettrai ici un point. Un point. Là aussi, un point. Vous avez bien vu, en fait, que pour initialiser un réel, il ne faut pas mettre égal à 1. Il ne faut pas mettre égal à 1. Mais il faudrait mettre égal à la constante réelle. Donc, un point. Vous avez le droit de ne pas mettre les zéros. 1.0, c'est la même chose. Donc, on préfère mettre un point, comme ça. Donc, j'ai changé partout au niveau des résultats. J'ai changé leur type par real. Je vais compiler. Je vais d'abord enregistrer sous, comme ça je garde la version. Ça peut ne pas marcher, donc je vais mettre save as. Je vais mettre démo 2 bis par exemple, ou bien 10. C'est une autre version. Je compile. Usine un floating point. Il y a un problème sur le point. Alors n, il est de quel type? Ah, i. I, il faudrait que je continue à le déclarer comme un entier. I, lui, il faut qu'il reste entier. Voilà, ça marche. Et puis je l'exécute. Je l'exécute avec la valeur 50 que j'avais essayé tout à l'heure pour voir si cette fois-ci il n'y aurait pas de dépassement. Certainement, il n'y aurait pas de dépassement avec 50. Voilà, là, il calcule. Mais à tout domaine a une limite. Tout domaine a une limite. Donc, même ce rayon-là, il aura une limite. Si vous continuez à augmenter n, à un moment donné, vous allez avoir le overflow. C'est clair?
C'est quelque chose d'important à sentir ou bien à voir, à comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir à faire confiance à la machine bêtement. La machine, il fait des calculs, certes, voilà, c'est celui qui fait les programmes qui doit diriger un peu l'opération.